Mesdames et messieurs, je souhaite à chacun d'entre vous, que je salue dans ses titres et qualités, la bienvenue dans cette seconde partie de notre colloque, consacrée plus spécifiquement aux règles déontologiques et normatives applicables aux professionnels de l'audit. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter nos invités, que je remercie au nom de la Commission des sanctions d'avoir accepté de participer à cette seconde table ronde. Madame Gardé-Dessau, vous êtes magistrate et vous exercez depuis mai 2024 en qualité de rapporteur général de la Haute Autorité de l'Audit. Avant de rejoindre cette autorité publique indépendante, vous avez été en fonction durant 3 années à la direction des affaires civiles et du Sceau, puis pendant 2 années au cabinet du garde des Sceaux en qualité de conseillère affaires civiles, où vous avez notamment travaillé à la transposition de la directive CSRD sur la politique de l'amiable et sur la création d'un légal privilège à la française. Entre 2016 et 2019, vous vous êtes expatrié au Canada, à Montréal, où vous avez fondé un cabinet d'avocats au service des Français de l'étranger. Enfin, vous avez été pendant 12 années juge du siège dans différentes juridictions de l'Ouest parisien, principalement en chambre civile. Monsieur Philippe Vincent, vous êtes originaire de Lyon et vous avez débuté votre carrière à la Fiduciaire de France dans le Jura avant de rejoindre les équipes de PricewaterhouseCoopers en 1994. Vous êtes associé de ce cabinet depuis 2006. Vous vous êtes alors engagé dans les institutions à la fois au niveau régional, notamment en tant que président de 2022 à 2024 de la CRCC de Versailles et du Centre, et au niveau national, en tant que vice-président de la CNCC à compter de 2020. Fin 2024, vous êtes devenu président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Maître Villain, vous êtes avocate et spécialisée dans la défense des professionnels du chiffre depuis plus de 10 ans. Vous exercez au sein de l'ancien cabinet Massot-Parinello, devenu cabinet Villain-Kienner. Vous intervenez dans la défense de la profession des commissaires aux comptes pour tous les contentieux susceptibles de les concerner, qu'ils soient civils, pénals ou disciplinaires. Vous travaillez en partenariat notamment avec votre associée et sœur, Maître Florence Villain, qui partage avec vous ce domaine de prédilection. Enfin, en ce qui me concerne, je suis commissaire aux comptes à la retraite. Après avoir siégé au H3C de 2009 à 2015, je suis depuis janvier 2024 membre de la commission des sanctions de la H2A, dans laquelle j'ai été nommé ès-qualité de commissaire aux comptes. C'est une situation qui n'est pas toujours simple, dans la mesure où il est toujours délicat de sanctionner ses pairs. Elle est néanmoins facilitée par le fait que, d'une part, les décisions de la commission des sanctions sont prises, comme l'a rappelé la présidente tout à l'heure, de façon collégiale et à la majorité des membres siégeants, et que, d'autre part, la pluralité des approches et des expériences des membres de la commission contribue à la richesse des échanges. Et il convient également d'ajouter que tous les membres de la commission partagent le même objectif, à savoir le renforcement de la confiance accordée à la profession par son environnement. Cette table ronde comprendra 2 sous-parties. La première sera consacrée aux règles applicables aux structures d'exercice professionnel. La seconde sera davantage tournée vers les professionnels signataires, dans la mesure où elle traitera d'un sujet qui joue souvent un rôle majeur dans les décisions de la Commission, celui de la documentation des dossiers. Sur chacun de ces 2 sujets, je demanderai à nos intervenants de nous faire part de leur analyse et éventuellement de leur expérience. Chacun dans son rôle, Madame la rapporteure générale fera état des attentes du régulateur, Monsieur le Président de la CNCC nous parlera des contraintes et difficultés rencontrées par les professionnels, et pour terminer, Maître Villain nous prodiguera quelques précieux conseils tirés de son expérience pour éviter que son cabinet soit assailli d'un nombre inconsidéré de nouveaux clients. Comme pour la première table ronde, il nous a paru intéressant, pour introduire une respiration dans les débats et peut-être aussi pour accorder un temps de répit à nos invités, de projeter entre les 2 sous-parties
une vidéo recueillant le témoignage d'un professionnel que je vous présenterai tout à l'heure. Enfin, comme pour la première table ronde, et pour terminer cette présentation, je vous précise que vous aurez la possibilité de poser des questions aux intervenants sur les thèmes qui auront été abordés. Vous pourrez le faire en scannant le QR code figurant sur le petit carton qui vous a été remis à l'entrée. Merci de bien vouloir nous indiquer vos noms et qualités, ainsi que le ou les intervenants que vous souhaitez solliciter. S'il advenait que le temps nous manque pour traiter l'ensemble des questions posées, vous aurez tout loisir d'échanger avec ces derniers durant le cocktail qui clôturera ce colloque. Voilà, cette présentation étant faite, nous pouvons maintenant aborder le premier thème de cette table ronde, celui des règles applicables aux structures d'exercice professionnels. Mais à titre préliminaire, je voudrais toutefois demander à chaque intervenant de nous présenter le fil conducteur qui guidera ses interventions. Madame la rapporteure générale, à vous l'honneur. Merci beaucoup, monsieur Mercier. Merci à la Commission des sanctions, à ses membres pour la confiance qu'ils me font aujourd'hui en me donnant la lourde tâche de porter la parole de la Haute Autorité de l'Audit. Je le fais avec beaucoup de modestie et en même temps beaucoup de sérieux et de conviction. Il va me revenir aujourd'hui donc la tâche de vous présenter dans cette première partie de la table ronde les principales obligations qui s'imposent aux structures d'exercice professionnel des commissaires aux comptes, telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence de la Commission des sanctions et du Conseil d'État. Et le respect de ces règles, de ces obligations, c'est un préalable nécessaire à la bonne mise en œuvre de la démarche d'audit par les titulaires et par les signataires des mandats. Attention, si ces règles s'appliquent à toutes les structures d'exercice professionnel, quelle qu'en soit la taille, bien entendu, leur mise en œuvre se fera également de manière proportionnée eu égard aux capacités de cette structure d'exercice. Les exigences envers un cabinet big ou un cabinet de taille intermédiaire ne seront bien entendu pas les mêmes que celles que nous aurons pour un cabinet de plus petite taille. Merci beaucoup, Madame la rapporteure générale. Monsieur le Président, quel sera le fil conducteur qui va guider vos interventions ? Alors tout d'abord, j'en profite pour remercier Madame la Présidente d'Aubigné de cette invitation et de l'organisation de ce colloque qui effectivement répond à un moment important de la profession, à un certain nombre d'interrogations, de questions qu'on peut se poser. Donc merci pour cette organisation. Pour ma part, sur la question des structures d'exercice, je relève au sein de la profession que d'abord nous avons une tendance de fond au regroupement de cabinets au sein de structures de plus en plus conséquentes. C'est une tendance de fond dans la profession. Et pourquoi ? Parce que c'est un moyen de développer une activité, de mutualiser des ressources, des moyens techniques au bénéfice des entités auditées. C'est toujours ça que l'on cherche. Et c'est aussi un levier d'attractivité, de facilitation d'accès au capital pour les jeunes et un moyen d'apporter un soutien matériel à ces associés juridiques, techniques, pour leur permettre d'exercer pleinement leur mission. Cette structure d'exercice, parce qu'elle est aussi dotée de la personnalité morale et a fortiori lorsqu'elle-même est titulaire de mandat, assume une part de responsabilité qui incombe aux professionnels sans que, de mon point de vue, ces responsabilités soient totalement identiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la CNCC avait soutenu l'évolution d'un cadre disciplinaire distinct entre la personne morale et le signataire, notamment sur le volet des sanctions, distinction qui mérite peut-être encore quelques clarifications sur son application. Le poids croissant de ces structures dans l'exercice de nos professions rappelle aussi à quel point, tout comme chez nos clients, la solidité des procédures de contrôle interne de la structure conditionne le respect de nos obligations, nous protège du risque réputationnel, notamment au regard du respect de nos normes déontologiques et d'indépendance. Mais tout comme chez nos clients et comme l'a rappelé Madame la rapporteure, ces procédures de contrôle interne doivent être proportionnées. Or, compte tenu de la diversité des structures, en taille, en implantation géographique, en nature de clientèle, il ne peut pas y avoir de réponse unique. Donc les moyens doivent rester raisonnables à défaut de devenir contre-productifs. Merci, Monsieur le Président. Maître Villain, on attend avec beaucoup d'impatience les conseils que vous allez nous prodiguer, mais peut-être auparavant pouvez-vous nous faire un petit panorama en fait des interventions que vous allez
faire. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur Mercier. Et je profite également de la parole qui m'est donnée pour remercier Madame la Présidente de la Commission des sanctions et toute la Commission pour cette invitation. Et puis merci aussi à vous d'être ici présents pour écouter ce que nous avons à dire sur ce sujet. Sur les règles s'imposant aux structures professionnelles, c'est-à-dire les principes d'organisation du cabinet, je vais citer des articles du Code. Ils sont définis dans leur objectif et à l'article R 821-81 du Code du commerce et dans leur contenu à l'article D 821-82. Je ne vous ferai pas leur lecture, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais en substance, le cabinet, quelle que soit sa taille, doit s'assurer et pouvoir justifier qu'il s'en est bien assuré que les professionnels exerçant en son sein respectent leurs obligations déontologiques et que l'ensemble des missions est traité en conformité avec les normes de la profession. Donc, on comprend parfaitement l'objectif de ce dispositif. Monsieur le Président l'a rappelé, c'est un gage de la qualité du contrôle légal, mais également une façon pour les cabinets de maîtriser leurs risques professionnels, par exemple en évitant de faire les frais d'un collaborateur de contrôle. Il faut tout de suite relever que ces textes, et en particulier le D821-82, imposent des exigences très nombreuses, mais de façon très générale. Autrement dit, ils posent surtout des principes, mais des principes qui, aujourd'hui, sont disciplinairement sanctionnés et qui le sont au niveau de la structure d'exercice. Donc, il en résulte que la structure d'exercice, qui peut déjà être sanctionnée pour les manquements de son signataire, se retrouve également exposée en plus pour ses propres manquements à ses procédures de contrôle interne avec, disons-le, des sanctions qui apparaissent aujourd'hui se multiplier sur cette base et de façon assez sévère. Donc mon premier conseil aux professionnels est tout aussi général que ce texte. Ne négligez certainement pas cet article D821-82 et il y a urgence à mettre en place des procédures de contrôle interne au sein de votre cabinet, si ce n'est pas déjà fait, mais également, on y reviendra un peu plus tard, des procédures de vérification de l'efficacité de ces procédures. Et à ce stade-là, j'aurais une modeste suggestion peut-être à soumettre au régulateur. Un avis ou une FAQ pour guider l'application de ce texte très générique serait le bienvenu pour préciser par exemple aussi le degré d'exigence comme il a été rappelé puisque ce degré n'est pas identique, on l'a dit, pour les gros ou pour les petits cabinets, mais pour l'instant, voilà, on est un peu dans le flou. Merci beaucoup, Maître. Je ne doute pas que votre suggestion soit entendue par le régulateur. Maintenant, venons-en, si vous voulez bien, et de manière plus précise, aux règles applicables aux structures d'exercice professionnel. Madame la rapporteure générale, quelles sont dans ce domaine les attentes du régulateur? Je pense qu'elles sont assez nombreuses, mais vous allez nous les rappeler. Alors, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Je vais vous proposer de les articuler en 5 étapes, un petit peu comme tout à l'heure, monsieur l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne. Bon, ce sera des étapes un peu différentes. 5 points que je vais vous partager aujourd'hui sur, du coup, les règles applicables aux structures d'exercice. Premier point, ce sera la formation. Ensuite, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Troisième point, la question de l'indépendance. Quatrième point, la question du contrôle de qualité interne. Et enfin, cinquième et dernier point, et qui n'est pas le moins important, l'archivage et l'intégrité du dossier d'audit. Alors, quand on parle de l'obligation de formation, c'est quelque chose, je pense, qui parle à la plupart, enfin même à la totalité des commissaires aux comptes qui sont aujourd'hui présents dans cette salle. Les décisions les plus récentes rappellent avec force que le respect de l'obligation de formation a un fondement légal et réglementaire et qu'il incombe aux structures d'exercice elles-mêmes de la mettre en forme, de la mettre en place au même titre que les personnes physiques. Il y a 3 obligations qui en découlent. La première, c'est qu'il y a une obligation d'organisation interne de la structure d'exercice qui doit mettre en œuvre des procédures garantissant le maintien des compétences nécessaires à l'exercice du contrôle légal. L'obligation, ici, c'est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat.
Deuxième conséquence, c'est une obligation de documentation. Ça a été évoqué tout à l'heure par Maître Villain. Si vous ne documentez pas votre procédure, si vous ne documentez pas la mise en œuvre de votre procédure, ou si vous ne vous assurez pas que la mise en œuvre de cette procédure est faite de manière efficace, vous vous exposez potentiellement à des poursuites disciplinaires et voire à une sanction disciplinaire. Troisième conséquence, la charge de la preuve. Il n'appartient pas au rapporteur général, à la rapporteure générale, de démontrer qu'une structure ne s'est pas assurée du respect de ses obligations légales. Ça reviendrait à lui demander d'administrer une preuve négative, mais il revient à la structure d'exercice de prouver qu'elle a agi pour se conformer à ses obligations, d'où l'importance de la documentation dont je vous parlais il y a quelques instants. Deuxième point, dans ces obligations qui incombent aux structures d'exercice, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. De la même façon, la commission des sanctions a rappelé à plusieurs reprises dans ses décisions que le commissaire aux comptes exerçant sous toute forme que ce soit doit mettre en place un dispositif de l'ABFT, comme on appelle, interne à sa structure d'exercice, adapté à ces risques et incluant une classification des risques. Ce dispositif, il est mis en place de manière pragmatique. Il doit tenir compte des caractéristiques des mandats que détient la structure d'exercice, la nature de l'activité, la localisation des activités, la taille des mandats, la forme juridique. Voilà. Il s'impose à tous les professionnels, quelle que soit la taille du cabinet. On a encore une décision récente du Conseil d'État du 23 mars dernier qui l'a rappelé pour un commissaire aux comptes qui exerçait à titre personnel. Là encore, la charge de la preuve incombe aux professionnels. Il doit être capable de produire son dispositif tant que la prescription n'est pas acquise. La commission des sanctions a par ailleurs précisé que le simple fait d'archiver le manuel ne dispense pas le commissaire aux comptes de justifier la mise en place de son dispositif. Enfin, il est rappelé que la classification des risques imposés par le droit constitue le socle des évaluations, notamment des tableaux de risques que vous utilisez lors de la mission de certification. C'était le deuxième point. Troisième point maintenant, c'est l'indépendance, quelque chose que vous connaissez, que vous vivez au quotidien. Mais l'indépendance, c'est le cœur de la déontologie applicable au commissaire aux comptes et à ce titre, la structure d'exercice, elle aussi, a un rôle à jouer. Elle doit s'assurer que le commissaire aux comptes, qu'il soit personne physique ou personne morale, agit en pleine indépendance. Pour ce faire, la structure d'exercice va mettre en place des dispositifs adaptés aux exigences de la réglementation. La jurisprudence récente est particulièrement riche à ce sujet. Il y a un principe général qu'il faut retenir. Le commissaire aux comptes doit être et paraître indépendant. Alors cette obligation, elle s'apprécie vis-à-vis de l'entité auditée, mais elle s'apprécie, vous le savez, également vis-à-vis des tiers, puisque la mission du commissaire aux comptes doit inspirer confiance au marché. Et donc les décisions de la commission des sanctions distinguent clairement entre l'atteinte à l'indépendance, directement vis-à-vis de l'entité auditée, et ce qu'on appelle le conflit d'intérêts au regard des relations entre le commissaire aux comptes et les tiers. Je vais vous donner quelques exemples qui illustrent cette analyse. Ce qui ne caractérise pas un manquement à l'obligation d'indépendance, eh bien, ce sont des simples relations cordiales que le commissaire aux comptes entretient avec le dirigeant de la société qui l'audite. Vous allez me dire, fort heureusement. Mais oui, mais ça a été rappelé dans une décision récente de la commission des sanctions. Autre exemple, ce qui caractérise en revanche un manquement, ce sont des liens personnels avec un tiers qui intervient sur les comptes. Par exemple, l'expert comptable. Autre manquement à l'indépendance, c'est l'exercice simultané sur la même entité d'une mission de commissariat aux comptes et d'une activité d'expertise comptable par le commissaire aux comptes ou par une société liée au commissaire aux comptes. C'est là où c'est plus subtil. Et enfin, constitue un manquement à l'indépendance, le fait d'avoir une participation capitalistique via une société civile à un projet commun avec le dirigeant d'entité auditée. Donc la jurisprudence est importante, elle est précise et je vous engage vraiment à en prendre connaissance. Elle rappelle enfin avec force que la prévisibilité de l'incrimination est totale. Nul commissaire aux comptes ne peut se prévaloir de l'ignorance de ces règles d'indépendance.
Quatrième point, j'ai encore le temps, ça va, Oui. monsieur Maître des horloges. Ok. D'accord. Quatrième temps, le contrôle de qualité interne. Les décisions récentes de la Commission des sanctions de la Haute Autorité de l'Audit rappellent que les structures d'exercice professionnel des commissaires aux comptes sont tenues de mettre en œuvre un dispositif de contrôle qualité interne. C'est l'article D821-82 du Code de commerce qui le prévoit. Et ce dispositif, il est placé sous la responsabilité d'un commissaire aux comptes, personne physique. Il vise à vérifier que la structure a mis en œuvre des procédures permettant l'exécution des missions de certification des comptes, l'organisation du dossier de travail, la formation des salariés, ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités. Ce dispositif, il ne suffit pas qu'il existe. Je redis ce qui a été dit par Maître Villain, il faut qu'il soit évalué annuellement. Et les conclusions de cette évaluation, ainsi que toute mesure en vue de modifier son dispositif, sont documentées. Et cette documentation est conservée pendant un délai de 6 années. L'absence de documentation, le fait qu'on n'ait pas documenté la mise en œuvre de ces procédures de contrôle interne ou qu'on n'ait pas adapté la procédure au fur et à mesure justement des points d'étape qui étaient faits, tout ça peut constituer une faute disciplinaire. Dernier point de mon intervention sur cette question-là, la question de l'archivage et de l'intégrité du dossier d'audit. C'est la 5e et dernière obligation, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas la moindre, c'est une obligation qui est qualifiée de cardinale par la jurisprudence. Sur l'archivage à proprement parler, le commissaire aux comptes doit conserver son dossier pendant 6 ans, je ne vous apprends rien, dans son intégrité, tel qu'il existait lors de l'émission de l'opinion. Les décisions de la commission des sanctions soulignent que cette obligation d'archivage s'applique quelles que soient les éventualités pratiques, techniques, les éventuelles difficultés pratiques techniques de mise en œuvre de la solution d'archivage, problème informatique ou autre. Et que la cessation du mandat ne met pas fin à cette obligation d'archivage. S'agissant de la preuve de cette obligation, il appartient à la structure d'exercice de démontrer que le dossier a été clôturé dans le délai réglementaire de 60 jours après l'émission de l'opinion. Là, c'était donc en ce qui concerne la question de l'archivage à proprement parler. S'agissant de l'intégrité du dossier d'audit, la commission des sanctions, dans une récente décision du 20 février dernier, en a rappelé le principe, et je vais vous citer, ce sera ma seule citation finalement de toute mon intervention in extenso d'une décision de la commission des sanctions. Il résulte des dispositions combinées, enfin in extenso du paragraphe, je précise, Madame la Présidente, parce que la décision était longue. Il résulte des dispositions combinées des articles R 823-10 et R 821-68 du Code de commerce, applicables dans leur version la version applicable à l'époque, que le commissaire aux comptes doit clôturer son dossier d'audit au plus tard 60 jours après la signature du rapport de certification des comptes, ce dont il résulte qu'aucune modification de ce dossier ne peut intervenir après ce délai et qu'il doit notamment tenir ce dossier à la disposition du rapporteur général de l'H2A. Un petit peu plus loin, il est ajouté « Les modifications de documents postérieurement au délai de 60 jours imposés par les textes précités et par voie de conséquence, la modification du contenu du dossier d'audit font perdre à ces éléments toute valeur probante, ceci ne pouvant être pris en compte dans l'évaluation de l'audit. » Donc en conclusion, l'ensemble de ces décisions trace pour nous, pour vous praticiens de l'audit, une ligne que moi je pense claire. Les structures d'exercice professionnel sont directement responsables par leurs procédures, par leur documentation, leur suivi et leur vigilance. Et la haute autorité, par le biais des décisions de sa commission des sanctions, réaffirme 4 exigences transversales, une organisation interne robuste, la traçabilité de la documentation, une indépendance absolue, réelle et perçue, et la conservation et l'intégrité du dossier. Ces exigences concourent à un seul objectif qui est notre objectif commun, garantir la qualité du contrôle légal et la confiance du marché. On revient à cette confiance. Merci beaucoup, Madame la rapporteure générale. Merci pour ce panorama assez complet, très complet,
des attentes du régulateur dans le domaine des structures d'exercice professionnel. Alors je me tourne vers le président de la compagnie nationale pour lui demander comment il réagit par rapport à ces attentes et puis peut-être de manière plus générale les contraintes et les difficultés que peuvent rencontrer les professionnels dans les structures d'exercice professionnel, dans leur organisation, dans leur manière d'aborder en fait les contrôles. Alors, je ne peux que souscrire aux propos de Madame la rapporteure sur notamment ces 4 piliers que vous venez de rappeler sur les exigences qui s'imposent à nous en tant que 4 piliers à la fin. Il y avait 5 éléments, mais 4, j'ai bien noté, hein, j'ai bien suivi. Parfait. Donc il y en a un qui n'a pas suivi. Donc 4 éléments, effectivement, 4 exigences. Donc, je vais reprendre les bons termes. 4 exigences transversales qui nous ont été rapportées. Bien évidemment, ces exigences doivent être mises en perspective par rapport à la réalité du terrain. Et là-dessus, on a, avec Madame la Présidente de la Haute Autorité, des échanges nourris sur ce sujet, sur comment bien accompagner le professionnel et quel guide, effectivement, on doit pouvoir lui donner, puisque, comme le rappelait Madame Maître Villain, nous sommes d'abord sur des notions qui sont plutôt des notions de principe. Nous avons des exigences qui sont multiples, et puis moi, je rajouterais aussi des contraintes très opérationnelles sur le fait auxquelles sont confrontées nos structures d'exercice. Nous avons à d'abord nous adapter à un environnement législatif, réglementaire, pardon pour la direction des affaires civiles et du Sceau, plutôt inflationniste. Mais je pense que pour en avoir discuté très fréquemment aussi, les magistrats traversent rencontrent les mêmes difficultés face à l'étendue de la multiplication des textes aujourd'hui. Et en vérifier la bonne application tant chez nos clients que chez nous, à un moment donné, effectivement, devient un exercice complexe, ou en tout cas, on a l'impression d'être toujours à courir après le train pour se mettre à niveau. Et là, on a besoin de notre régulateur pour nous aider à nous laisser le temps d'adaptation et bien clarifier justement les adaptations qui sont nécessaires. On a aussi, il ne faut pas l'oublier, de très nombreux défis technologiques. Je les qualifiais d'immenses à relever, pas simplement pour intégrer l'intelligence artificielle dont nous parlons beaucoup à l'heure actuelle, mais aussi finalement le tout numérique avec finalement la survivance du dossier papier qui est elle-même questionnée sur ces simples sujets, par exemple, d'archivage. Et puis on fait face à une révolution qui est un petit peu plus souterraine, une évolution plus souterraine qui est celle de l'évolution des attentes de nos parties prenantes, notamment nos clients, premier chef, de passer d'une assurance raisonnable, justement à l'aune du bénéfice de cette technologie, vers une sorte d'assurance absolue, exhaustive, et qui pose du coup un certain nombre de contraintes sur ce que la structure peut et doit délivrer pour accompagner ses professionnels signataires. Dans ce contexte, ces structures d'exercice sont évidemment au cœur de ces attentes et attendues, j'allais dire, tant par leurs associés pour leur donner les moyens d'exercer, comme par nos parties prenantes pour garantir cette qualité irréprochable de service que l'on est en droit d'attendre de nous. Alors, si positionner le curseur au bon niveau en matière de procédure interne est aujourd'hui quand même un exercice extrêmement complexe, il est un sujet sur lequel j'attire quand même l'attention de la profession, qui est celui de l'indépendance. Vous l'avez cité parmi d'autres tout à l'heure. Ces règles sont aujourd'hui extrêmement complexes, y compris sur l'apparence d'indépendance. L'identification des liens personnels, professionnels et financiers nécessite des moyens de recensement, de mise à jour, de gestion efficace des problématiques éventuellement identifiées. Ces moyens deviennent d'autant plus complexes que la structure appartient à elle-même à un réseau. Et puis on rajoute aussi le sujet de l'obligation de rotation des signataires, qui peut également créer des difficultés au sein des structures lorsque celles-ci notamment ont des signataires qui sont spécialisés dans un domaine particulier, un secteur, et ne sont pas suffisamment équipés pour avoir d'autres professionnels qui puissent prendre le relais, ou alors même dans le cas où le signataire est seul au sein de sa structure. Donc ça demande un peu d'anticipation, ça demande beaucoup d'organisation. On a un sujet que Maître Villain partageait
tout à l'heure aussi, sur l'indépendance réelle et objective. Et cette obligation d'apparence d'indépendance, c'est une notion qui est un peu plus subjective, souvent source de débat et qui pose la question de jusqu'où doit-on aller pour paraître indépendant aux yeux des tiers, en sachant que la compréhension de ces tiers n'est pas la même, l'attendu n'est pas forcément le même. On le voit encore plus, j'allais dire, avec le reporting ESG aujourd'hui. Je voudrais terminer mon propos sur l'autre difficulté qui est posée en matière de sanctions que j'évoquais au préalable, sur les sanctions, la distinction entre les sanctions imputables à la personne morale de celles imputables aux signataires. Cette distinction, c'est une évolution, je le rappelle, finalement encore assez récente de notre droit, qui trouve, à mon sens, peut-être encore un peu de peine à s'appliquer, car pour moi, le manquement ou la négligence de la personne morale doit être distinct de celui du signataire. On n'attend pas les mêmes choses d'une structure et d'un signataire. Une structure qui ne donne pas les moyens doit être sanctionnée pour ces motifs-là. Une structure qui donne les moyens à son signataire d'exercer et que le signataire ne respecte pas ou transgresse doit donner quelque part lieu à une sanction, à mon sens, différente. Et là-dessus, on a peut-être aussi des choses à travailler et clarifier pour que, dans l'esprit des professionnels à l'avenir, ce soit très clair sur ce qui est attendu de l'un et de l'autre. Cette question pose également, à travers les sanctions récemment prononcées, que vous rappeliez, Madame la rapporteure, à l'égard de certaines structures d'exercice, celle de la proportionnalité des sanctions. Alors, là, ce n'est pas une critique, c'est une attente de pédagogie, un besoin de pédagogie à ce stade, mais qui s'explique, Madame la Présidente Daubigné, peut-être parce que plus que d'autres justiciables, nous sommes des gens qui sommes habitués à nous questionner, voilà, l'environnement dans lequel on évolue, et on a clairement besoin sur ces éléments peut-être d'éclairage pour mieux comprendre les fondements de certaines décisions. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Maître Villain, quels sont les conseils que vous pouvez apporter sur les thèmes qui viennent d'être abordés ? Alors, c'est un vaste sujet, je vais essayer donc de les reprendre. Donc, sous l'angle organisation du cabinet, puisque c'est de ça dont on parle. Donc, pour la formation, donc, on a rappelé que chaque structure doit s'assurer que chacun de ses commissaires aux comptes, signataires ou non, se conforme à ses obligations de formation. Il n'y a pas d'obligation de résultat. La structure n'est pas responsable du commissaire aux comptes qui ne ferait pas ses heures de formation, mais il faut qu'elle puisse démontrer qu'elle a mis en œuvre une procédure efficace permettant d'assurer le respect de cette obligation. Donc, conseil pratique, faites déclarer, par exemple, les formations tous les mois au sein des feuilles de temps de chaque membre du cabinet, créez, pourquoi pas, un fichier de suivi, de centralisation des formations effectuées dans la gestion interne du cabinet avec, si c'est possible, un logiciel qui soit capable, par exemple, d'alerter en cas de carence. On peut aussi envisager de diffuser des notes de façon récurrente sur le rappel des obligations de formation, les formations disponibles aussi sur le site de la CNCC ou ailleurs, en lien avec l'activité du cabinet, si possible, ou l'actualité professionnelle, avec renvoi vers des liens d'inscription. Si dans vos dossiers, si dans vos procédures, vous pouvez démontrer avoir fait tout ça, le signataire, le commissaire aux comptes qui ne respecterait pas ces formations, ne devrait pas entraîner la structure dans sa chute avec lui devant la commission des sanctions. Deuxième thématique, et qui m'est chère puisque je l'ai rappelé en propos introductif, c'est encore une fois le contrôle qualité interne. Les structures doivent impérativement s'assurer d'un dispositif de contrôle de qualité interne. C'est, vous avez l'habitude aussi, le contrôle du contrôle. Le cabinet doit contrôler et évaluer le respect et l'adéquation de ses propres procédures et donc vérifier l'efficacité de ces procédures. Madame la rapporteure l'a rappelé, il faut faire ça tous les ans et il faut conserver les conclusions de ces contrôles pendant 6 ans. Donc vous avez un manuel de procédure
c'est bien, mais il faut également établir un manuel de contrôle de la mise en œuvre du manuel des procédures. Ce sont bien deux dispositifs distincts. Le premier ne suffit pas. Il faut donc, et c'est un travail vraiment colossal, hein, c'est vrai que Monsieur le Président a rappelé tout à l'heure la difficulté déjà face à l'inflation des textes d'aller vérifier chez vos clients qu'ils soient bien appliqués, mais il faut faire la même chose chez vous. Donc il faut commencer par identifier toutes les obligations applicables, les mettre dans un tableau Excel, pourquoi pas, puis mettre en face la procédure prévue pour s'assurer de son respect. Il faut vérifier que la procédure existante est respectée. Il faut donc prévoir une procédure de vérification, documenter des tests réalisés et arriver à une conclusion et, le cas échéant, à une procédure de rémédiation. Donc, et puis, au final, quand les effectifs du cabinet le permettent, il faudrait pouvoir séparer aussi les tâches et placer cette revue annuelle sous la responsabilité d'un associé responsable du contrôle qualité qui soumettrait ses conclusions aux dirigeants du cabinet. Encore une fois, c'est un travail colossal, mais qui doit être fait puisque j'insiste sur ce point, au regard des dernières décisions rendues par la Commission, nous commençons à avoir d'importantes sanctions sur ce fondement et qui sont, encore une fois, assez sévères. Pour finir, en matière de contrôle qualité, il faut aussi se rappeler qu'il convient de documenter une procédure annuelle de contrôle a posteriori des dossiers de travail, mise en œuvre, si possible, par un autre associé que le signataire, pour vérifier que le signataire a correctement appliqué les normes d'audit, et à noter que ce contrôle est systématique aussi avant l'émission de l'opinion pour les EIP qui sont assujettis à la revue indépendante. Donc des conseils, mais surtout beaucoup de travail et de procédures à mettre en place de votre côté. Sur le thème de l'indépendance, c'est une question fondamentale. Vous avez compris qu'elle est particulièrement scrutée par la Commission des sanctions et de façon très stricte, voire très extensive. Donc, ce qui suppose aussi de votre côté des exigences de plus en plus strictes en interne. Je ne vais pas reprendre toutes les règles sur l'indépendance et les jurisprudences, parce que je pense que ça pourrait se suffire enfin, il faudrait un colloque entier, et pas seulement une intervention. Mais en tout cas, sous l'angle opérationnel et sous l'angle organisation du cabinet, il faut, une nouvelle fois, commencer par identifier tous les aspects de l'indépendance pour mettre en place à nouveau des procédures de contrôle, étant rappelé, donc on l'a dit tout à l'heure, que l'indépendance s'apprécie subjectivement, mais aussi objectivement en apparence, qu'il existe des incompatibilités générales et spécifiques que vous connaissez, qui sont prévues par le Code de commerce. Mais il faut aussi garder en tête que l'indépendance se questionne aussi bien à l'acceptation de la mission, mais aussi tout au long de la mission, avec un point particulier, je pense, avec notamment la nature des missions non audites que le CAC peut être amené à effectuer en cours de mission. Et ça, c'est vrai qu'on a un point d'attention un peu particulier sur la nécessité, je pense, de prévoir des procédures pour identifier les missions audit et expertise comptable qui pourraient arriver sur les mêmes entités. Point très important. Sur les autres sujets d'indépendance, encore une fois, l'idée, c'est pas de reprendre les termes, mais c'est en termes d'organisation du cabinet. Le dernier conseil, mais vous l'aurez compris, c'est toujours documenter, consigner la mise en œuvre de ces procédures pour chaque mandat, l'interrogation, par exemple, quant à un éventuel conflit d'intérêts, la réponse qu'on y apporte, mais aussi, par exemple, la preuve du refus de la mission si un risque est identifié, ce qui montre que votre procédure fonctionne. Enfin, dernier thème sur la conservation et l'intégrité du dossier d'audit. On l'a rappelé tout à l'heure, le professionnel ne peut plus modifier son dossier d'audit après la date de signature de son rapport, sauf pour les modifications de forme, et ça pendant 60 jours maximum.
Madame la rapporteure générale l'a rappelé aussi, c'est au cabinet de démontrer que le dossier archivé a bien été clôturé au plus tard dans ces 60 jours, sous peine qu'il perde toute valeur probante dans le cadre d'une procédure de contrôle ou disciplinaire. Donc il est essentiel que vos cabinets prévoient un mécanisme de verrouillage du dossier, mais également d'horodatage de ce verrouillage. Les grands cabinets ont en général à leur disposition des logiciels informatiques dédiés qui permettent de justifier de cette date d'archivage et de son intégrité depuis cet archivage. Mon conseil est plutôt pour les petits cabinets qui n'utiliseraient pas encore des dossiers électroniques, mais des dossiers papier, ce qui est encore parfaitement autorisé par l'ANEP 230. Alors, comment donner date certaine au verrouillage d'un dossier papier ? Pas facile. En y réfléchissant, la seule solution que j'ai trouvée, ce serait de tout numériser, d'en garder une copie sur un CD-ROM d'archivage qui pourrait être verrouillé et dans lequel on aurait recensé tout ce qui est gravé sur ce CD-ROM. Bon, c'est un travail fastidieux et mon conseil sera peut-être un peu plus pragmatique, passer au dossier électronique. Merci, maître. Alors, avant de vous proposer de faire des commentaires sur ce qui vient d'être dit, là, j'aurais une ou deux questions à vous poser. J'ai bien entendu ce que nous a dit le président de la compagnie, qui était l'évolution en fait de l'environnement vers une assurance qui soit plutôt absolue, plutôt qu'une assurance, disons, raisonnable, c'est-à-dire en fait de prouver que les comptes donnent une image fidèle de la réalité et pas simplement de dire qu'on a une assurance raisonnable qui donne une image fidèle de la réalité. Alors je pose la question à Madame la rapporteure générale de savoir si le régulateur s'attend à ce que le dossier apporte la preuve de l'image fidèle ou bien qu'il apporte simplement la justification de la conviction du commissaire aux comptes. Alors, est-ce que votre question, c'est parce que ce qu'a dit Monsieur le Président, c'est que c'était une assurance absolue. Oui. Alors, c'est pas vraiment ce que disent les textes. Et moi, je peux faire que reprendre ce que je fais. Une attente. Alors, s'agissant du niveau d'assurance à atteindre par le commissaire aux comptes, le régulateur, il n'y a pas d'autre exigence que celle prévue par la loi et le règlement. Je ne veux pas vous surprendre. On peut préciser les niveaux d'assurance qui ont été évoqués en se référant à la NEF 200 relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, et notamment au paragraphe 8, qui prévoit la formulation par le commissaire aux comptes de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée par convention d'assurance raisonnable. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires que je viens de citer, le régulateur ne s'attend pas à ce que le dossier d'audit documente une assurance absolue quant à l'absence d'anomalies significatives sur les comptes, mais une assurance élevée qualifiée par convention d'assurance raisonnable. En revanche, mais ça vous en doutez, le régulateur ne peut pas accepter une assurance modérée. Voilà, c'est pas envisageable. Et d'ailleurs, dans le modèle, le rapport de certification des comptes proposé par la CNCC, il est indiqué il vous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Votre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance. Voilà ma réponse. Merci beaucoup pour cette réponse finalement assez rassurante. Je voudrais revenir sur un autre point qui est celui en fait de la distinction qu'il conviendrait d'opérer entre les grandes structures, les BIG, et puis les structures qui pourraient être qualifiées de petits cabinets. Et si j'ai bien compris ce qui a été dit par les uns et les autres, le niveau d'exigence par rapport aux petites structures en matière d'organisation pourrait être moindre. Et alors, ce que je voudrais savoir, c'est d'abord, est-ce qu'il est possible d'opérer cette distinction, sûrement au niveau de la détermination de la sanction, mais peut-être pas au niveau légal, lorsqu'il s'agit d'apprécier la constitution du délit, et puis surtout peut-être savoir comment en pratique distinguer les gros cabinets ou les cabinets intermédiaires des petits cabinets. Est-ce que vous avez des indications à nous donner sur ce point ?
Non, il ne m'appartient pas de dire qui est le cabinet qui est un big, qui est le cabinet qui est un cabinet moyen, etc. Nous, c'est pas une obligation moindre pour les petits cabinets ou les commissaires aux comptes qui exercent un titre individuel. C'est une obligation qui est proportionnée aux capacités de chacun. On ne va pas demander la même chose à un commissaire aux comptes qui a 10 mandats et qui exerce en tant que personne physique et qui est donc voilà, et à un cabinet qui est organisé, structuré. Et je vous dirais même que, et ça, de toute façon, le rapporteur général ne se saisit pas. Donc, ce que je constate, moi, c'est que les dossiers dont je suis saisie, ce ne sont pas des dossiers dans lesquels il y a des problèmes qui concernent des petites structures d'exercice qui ont été relevées ponctuellement, une fois, etc. C'est des problématiques d'organisation générale, de structure d'exercice pour la jurisprudence la plus récente d'importance, d'une certaine importance. Et donc, faut quand même avoir un message rassurant et se dire que finalement, en tout cas à mon niveau et dans ce que je vois dans les procédures dont je suis saisie, je ne suis saisie que de problématiques sur les structures d'exercice qui sont patentes, répétées sur la durée. Voilà, en la matière, il ne faut pas non plus penser que votre régulateur va avoir des exigences disproportionnées. Merci. Monsieur le Président, un commentaire sur ce point ou bien pas de remarques particulières? Je pense que sur les attentes légitimes, encore une fois, en rappelant que le contexte est qu'il n'y a pas une taille unique qui réponde à tous les cas de figure, c'est quand même un élément qui nécessite des éléments de réflexion, de guide pour la profession, pour savoir, et on le voit, il faut aussi penser à tous les cas où on a du COCAC, donc un cabinet un peu plus petit qui va quelque part... pour lequel il va y avoir une attente de monter un petit peu en niveau. Il faut effectivement quand même qu'on ait des guidance sur comment apprécier le niveau de profondeur avec lequel le cabinet doit aller, en rappelant encore une fois, que nous sommes dans des contextes extrêmement mouvants, extrêmement évolutifs et extrêmement contraints pour ces cabinets. Je réagis quand même sur la première question également, sur le côté attendu, et j'ai bien parlé d'attente, je vais pas parler de... C'est pas ce qu'on lit dans le droit, évidemment, aujourd'hui, mais il y a une attente sous-jacente qui est d'abord celle de nos clients, qui, lorsqu'ils comprenaient bien, il y a 5-10 ans, que quand on faisait des tests, par exemple, sur une grosse population, on procédait par sondage. Par exemple, c'est le plus courant. Aujourd'hui, ils s'attendent à ce que, à travers les nouvelles technologies, on puisse étendre potentiellement pour avoir une assurance quasi certaine sur certains types de transactions, des revenus ou que sais-je. Chaque fois qu'il y a une fraude qui n'a pas été vue, c'est toujours... nos clients s'étonnent en disant « mais comment se fait-il que vous ne l'ayez pas vu ?» Il y a aussi, même dans les... Et là, on le voit maintenant, par exemple, sur même les attestations sur lesquelles on émet, par exemple, pour qu'une entité bénéficie d'une subvention, des remises en cause de certaines autorités de l'État, nous disant, nous on a refait les contrôles et sur les 2000 factures qui étaient en sous-jacent à l'attestation, on en a trouvé une pour laquelle il y avait une erreur matérielle de saisie, donc que le commissaire aux comptes n'a pas vu, donc il n'a pas fait son travail, c'est inacceptable, etc., etc., etc. Alors même que le principe d'une attestation, c'est un travail là aussi de sondage, qu'on ne repointe pas à chaque facture, on s'attache à comprendre le process qui a permis l'élaboration du document sous-jacent et on ne va pas revalider toutes les factures une par une. Le client ne refuserait d'ailleurs de le payer. Mais ça démontre bien qu'il y a cette attente aujourd'hui qui se généralise d'une certification, d'une attestation à nature quasiment absolue. Les textes ne disent pas ça, j'en suis entièrement d'accord, mais il convient là aussi d'être extrêmement attentif à cette remontée de curseur qui se fait et ce qu'elle peut induire à la fois dans les attentes de nos parties prenantes et dans nos propres procédures. Merci. J'avais une question que j'aurais aimé poser à mes trois invités qui concerne également la proportionnalité des sanctions requises. Et je fais allusion en fait à l'article 821-83 du Code de commerce qui a été rappelé par Madame François là tout à l'heure, qui prévoit en fait un certain nombre de critères pour déterminer le caractère approprié d'une sanction. Je vous les rappelle rapidement, c'est la gravité, la durée du manquement, l'implication et la qualité du mis en cause, la situation financière du mis en cause,
la rentabilité, entre guillemets, du rendement pour celui qui l'a commis, la coopération du mis en cause, la réitération des manquements. Donc, je voudrais savoir, parce que je pense que ce sera utile pour la commission des sanctions, quel est votre ordre de priorité d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des critères qui vous paraissent fondamentaux dans cette liste, que ce soit vous, Madame la rapporteure générale, Monsieur le Président, ou Maître Villain, éventuellement, si vous aviez des réflexions à faire sur ce point? Je serais intéressée d'avoir la parole en dernier sur cette question. Bon. Alors, juste pour compléter peut-être la question, là, j'ai été très intéressé par l'intervention du Canada là tout à l'heure, qui nous a fait état d'une grande liste en fait de critères qui est plus complète d'une certaine manière que celle que nous avons nous à notre disposition en application de l'article 821-83. Et je voulais savoir si éventuellement on pourrait mener une réflexion pour étoffer notre grille, voire peut-être apporter une certaine pondération dans les critères. Mais bon, Monsieur le Président, peut-être que vous pouvez commencer pour donner satisfaction à Madame la rapporteure. Moi, je vais commencer et être très rapide parce que je ne vais faire que réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est à savoir que nous avons, juste besoin de comprendre à ce stade, les critères, vous l'avez très justement rappelé, on a parfois du mal sur certains cas, il y en a certains pour lesquels il n'y a pas de discussion, j'allais dire, malheureusement, mais d'autres où on s'interroge justement sur la prise en compte de ces différents critères. Est-ce que ça veut dire, eu égard à notamment l'historique du professionnel, du comportement qu'il a pu avoir, est-ce que c'est pris en compte, pas en compte? Moi, j'en suis juste au stade du questionnement. Maître Villain, peut-être? Oui, tout à fait. Moi, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir l'avis de Madame la rapporteure aussi. On va l'écouter attentivement, parce que c'est vrai que c'est une question que, bien évidemment, me posent mes clients quand ils viennent me voir. Quels sont les risques encourus? Et quand on essaye de faire une grille à partir des décisions qu'on a sur le site, on a du mal à trouver parfois une cohérence entre les décisions, parce que c'est pas facile aussi. Enfin, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte, et c'est vrai qu'en général, dans les décisions, on a le rappel du texte, mais on n'a pas chaque critère évidemment qui est repris et sur lequel il est insisté. Donc c'est vrai que ça serait intéressant. Vous avez parlé de l'exemple du Québec. S'il y avait dans leurs critères, il y avait aussi la prise en compte du préjudice qui était créé par le manquement. Ça, c'est assez intéressant parce que nous, notre texte ne prend pas en compte ce critère-là, alors que je pense qu'on pourrait opérer un glissement aussi prendre aussi en compte ce critère. Alors, une grille d'évaluation, on sait que c'est toujours compliqué et qu'on ne veut pas forcément rentrer dans des barèmes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à la lecture des décisions, on peut avoir une petite problématique de prévisibilité en fonction des espèces, et ce n'est pas toujours évident de savoir que ça soit sur la sanction financière ou non financière d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors peut-être un petit commentaire sur le Québec, parce que comme vous l'avez dit, Monsieur Mercier, j'ai vécu pendant 3 ans au Québec, où j'étais avocate au barreau du Québec, et donc il a été très doux à mon oreille d'entendre la professeure tout à l'heure parler avec un magnifique accent québécois. Le juge québécois ne travaille pas de la même manière que le juge français. Et notamment en droit administratif, il y a assez peu de textes. En fait, il y a des lois, on vous en a parlé, etc. Mais en fait, le juge construit son raisonnement au fur et à mesure qu'il rédige son jugement. Et les critères, souvent, de décision sont des critères un petit peu sui generis et ils se veulent exhaustifs, non exhaustifs plutôt, et évolutifs. Et donc, c'est pour ça que vous avez une liste de critères très, très large. Nous, on a, comme vous l'avez rappelé, un article, parce que nous, on est du droit, on est hérité du Code de Napoléon, donc on aime bien les textes bien écrits, et on a un magnifique article, effectivement, l'article L821-83 du Code de commerce qui nous donne les critères. Si vous avez l'occasion dans le public de venir un jour assister à une séance de la commission des sanctions, vous verrez que lorsque je prends la parole au nom de la présidente de l'autorité, puisque quand je demande une sanction, ce n'est que par délégation de Madame la Présidente, la plupart du temps, je reprends un à un ces critères et j'explique
pourquoi je considère que le critère n'est pas réuni et pourquoi je vais en tenir compte dans la sanction qui est demandée. Donc vraiment, après on peut considérer que le législateur, en les hiérarchisant de un bulle jusqu'à un 6 bulles, a voulu créer une hiérarchie. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça aussi. La gravité de la sanction, c'est quand même ce qui nous guide dans les demandes de sanctions. Et puis j'imagine aussi quand même la commission des sanctions dans son délibéré. Mais pour moi, chacun des critères doit être pris en compte pour moduler la demande de sanction. Attention, la sanction requise n'est pas forcément la sanction prononcée. Vous parlez de prévisibilité, c'est une chose. La prévisibilité, en fait, vous l'allez trouver dans les critères. La sécurité juridique, vous l'allez trouver dans les critères. Vous êtes sûr que le professionnel ne sera pas sanctionné sur un élément qui n'est pas dans ces critères, enfin, que la sanction ne sera pas déterminée sur un critère qui n'est pas prévu dans le texte. En revanche, il y a un principe qui est celui de la personnalisation de la sanction. Et vous ne pouvez pas appliquer une sorte de barème, comme on a en pénal des ordonnances pénales, conduite sur l'empire d'un état alcoolique ou conduite sans permis, c'est 500 € d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire. Non, en fait, vous valez mieux que ça. Votre travail est complexe, Monsieur le Président l'a rappelé, et il y a un vrai travail de personnalisation qui est fait dans la demande de sanction et dans le délibéré de la commission des sanctions. Donc, personnalisation des sanctions, si vous voulez parler prévisibilité ou en tout cas maîtrise du contentieux disciplinaire, il y a la procédure de composition administrative qui permet d'entrer dans un dialogue avec la H2A et de négocier éventuellement une sanction. Là, il y a plus de maîtrise et plus de prévisibilité, mais c'est un autre sujet. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il est temps maintenant de prendre un petit moment de repos. Et nous allons le faire en écoutant M. Patrick Evans, que nous avons sollicité parce qu'il est à la fois commissaire aux comptes et membre d'une commission des sanctions. En effet, après avoir exercé au sein du cabinet Salustro-Redel, M. Patrick Evans est aujourd'hui à la fois associé des cabinets Advolis et Advolis Orfis et membre en qualité de commissaire aux comptes de la Commission nationale des sanctions. Alors, pour mémoire, la Commission nationale de sanctions est une institution indépendante en charge de sanctionner les professionnels non financiers assujettis à la législation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est par exemple les agences immobilières, les casinos, les sociétés de négoce de métaux précieux. Je vous propose de l'écouter. Quels sont, selon vous, les objectifs de la régulation et d'une externalisation des sanctions ? La création de la commission des sanctions qui est venue se substituer à la formation restreinte est l'aboutissement d'un processus qui a commencé à l'été 2003 avec la publication de la loi sur la sécurité financière dans un contexte post-Enron. Notre profession est ainsi passée d'un régime d'autorégulation à une régulation partagée et aujourd'hui donc à une supervision externe. L'objectif recherché est d'assurer la confiance de l'ensemble des parties prenantes dans les opinions que nous formulons dans nos rapports, la qualité de nos travaux et bien évidemment le respect de nos obligations. Un second objectif porte sur le caractère pédagogique de la sanction à l'égard du professionnel et également de l'ensemble de la profession. Je souligne toutefois qu'il est difficile, quelle que soit la qualité de la motivation de la décision, de pouvoir restituer l'ensemble des faits qui ont conduit à prendre cette décision. Quelle garantie doit apporter une commission des sanctions ? Alors ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis membre de la Commission nationale des sanctions et j'en tire ce que je dirais être le caractère équilibré d'une commission des sanctions. Et ce caractère repose sur 3 piliers. Le premier est l'indépendance à l'égard de l'autorité de poursuite. Au cas particulier, cela doit permettre à la commission des sanctions de prendre le recul indispensable au regard des travaux et des conclusions de la direction des enquêtes. Et ensuite, donc, une instruction des dossiers à 180 degrés, à savoir à charge et à décharge, en tenant compte des observations des personnes mises en cause, dans le respect donc, du contradictoire. Et enfin, un état d'esprit empreint d'écoute et de respect à l'égard des personnes mises en cause qui, au cas d'espèce, je le rappelle, sont des professionnels qui ont prêté serment. Quels sont les enjeux de la sanction prononcée par la commission des sanctions ?
J'en vois principalement 3. Tout d'abord, l'échelle de graduation des sanctions qui va être fonction de la gravité des manquements et qui peut conduire à écarter un professionnel. Et cela répond en quelque sorte à l'objectif principal que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, l'importance des décisions prises par la commission des sanctions dans des dossiers avec une pluralité de procédures, puisque la sanction administrative va généralement être la première et va donc influer sur les autres, qu'elles soient volet pénal ou volet civil. Enfin, je pointerai l'incidence du caractère nominatif de la sanction qui va affecter la vie du professionnel et également l'image de son cabinet, alors même que notre profession est marquée par un très fort intuito personnel. Souhaitez-vous préciser des éléments structurants de cette appréhension ? Alors je voudrais insister sur plusieurs points. Tout d'abord, le professionnel se doit de respecter le cadre déontologique, à savoir le code et les normes de déontologie, ainsi que les normes d'exercice professionnel, qui, je le rappelle, font l'objet d'un arrêté promulgué par le garde des Sceaux, inséré dans le Code de commerce. Il doit toutefois garder toujours présent à l'esprit l'objectif final de sa mission, à savoir la certification des comptes, et aujourd'hui la certification des informations de durabilité, ainsi que c'est prévu à l'article L821-53 du Code de commerce. L'exercice de cette opinion ne peut se réduire à un exercice de conformité. En effet, il va tenir compte d'un certain nombre de facteurs humains, qualité des interlocuteurs, système de valeurs, le contexte à la date où on va émettre notre opinion et bien évidemment un certain nombre de considérations techniques. Ensuite, les NEP ont une double vocation. Une vocation interne, puisqu'elle va réguler notre exercice professionnel, et également externe, puisqu'elle va permettre à des tiers d'apprécier la qualité de nos travaux. Enfin, je rappelle qu'elles présentent une double caractéristique. Elles sont tout d'abord conformes aux préconisations des normes internationales, les ISA, et par ailleurs, leur écriture a été dictée par des exigences d'intelligibilité, de clarté, d'applicabilité et de proportionnalité. Pouvez-vous synthétiser les points clés de l'application des normes d'exercice professionnel par les professionnels ? Alors tout d'abord, j'y ai déjà fait référence, le respect de notre cadre déontologique et donc des principes fondamentaux de comportement, gestion des conflits d'intérêts, indépendance, probité et j'y rajouterai le courage parce qu'il faut savoir dire non. Ces principes, il convient de les respecter non seulement au début, mais tout au long de la mission et bien évidemment lors de son interrogation sur le maintien. Il faut que les confrères s'approprient véritablement les NEP, là encore au regard de l'objectif de la mission qui nous est fixé. Le risque qui nous guette est celui d'une approche box-ticking qui va privilégier la forme, qui va peut-être satisfaire un contrôleur extérieur, au détriment du fond. Enfin, l'exercice du jugement professionnel, qui est déterminant, d'ailleurs il est explicitement prévu par les NEP, notamment lorsqu'il va falloir apprécier le caractère significatif, c'est la NEP 320, mais également tout au long de la mission, c'est la NEP 200. Cet exercice ne doit toutefois pas tomber du ciel et doit donner lieu à une documentation appropriée, mais avec les limites qui sont inhérentes à la pluralité de facteurs à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure. Quel est le corollaire concret du respect des normes par le professionnel ? La première incidence porte sur l'organisation de la structure d'exercice professionnel afin de respecter les exigences en matière d'indépendance, de gestion de conflits d'intérêts. J'indique également que la norme 9605 sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévoit également des recommandations particulières en la matière. La deuxième concerne la structuration de nos travaux en exigeant le respect de principes fondamentaux tels le scepticisme professionnel qui doit être présent tout au long de nos travaux et également en préconisant un certain nombre de techniques de contrôle. Enfin, et ce n'est pas le moins important, le respect des normes constitue un élément de preuve d'appréciation de la qualité des diligences mises en œuvre par le professionnel. Vous ne mentionnez pas la documentation des travaux ? Quand je parle d'éléments de preuve, et là c'est l'expert judiciaire qui s'exprime, le caractère probant résulte de la documentation et des pièces qui figurent dans le dossier. Et cette documentation des travaux concerne toutes les étapes de nos travaux, à savoir l'orientation générale jusqu'à la collecte des éléments probants. Pourtant, il convient de se garder de tout excès en matière de documentation. Et je prendrai comme illustration la revue croisée telle qu'elle est prévue par la NEP 100, en matière notamment de certification des comptes consolidés. Un mot de conclusion ? Alors j'aurais un constat
et deux messages. Le constat, c'est que la profession, son autorité de régulation et la commission des sanctions sont aujourd'hui reconnus par notre environnement. Et là, nous pouvons nous en féliciter parce que le monde économique est en recherche de repères stables. Et mes deux messages sont les suivants. Le premier, à vocation de mes confrères. Il convient donc de respecter notre cadre déontologique ainsi que les normes d'exercice professionnel, sans oublier la finalité de notre mission, qui est d'assurer la confiance dans l'ensemble des éléments que nous sommes amenés à certifier. Le second message s'adresse aux membres de la Commission. Il convient de sanctionner les violations de notre cadre déontologique dès lors qu'elles sont avérées. Dans les autres cas, il faut rendre des décisions proportionnées en fonction de la gravité des manquements au regard de l'objectif de régularité et de sincérité des comptes, tout en veillant à ne pas désespérer une profession sous tension, ni à nuire à l'attractivité de talents qui seront gages de son efficacité, alors que la profession fait aujourd'hui face à de nouveaux défis à la fois technologiques et réglementaires. Merci, Monsieur Patrick Evans, pour ce panorama très intéressant en fait, de votre expérience. Nous abordons maintenant la seconde partie de cette table ronde, qui est donc consacrée à la communication, à la documentation. Et tout d'abord, Madame la rapporteure générale, je vais vous inviter à nous rappeler les principes fondamentaux de vos attentes. Bien, vous savez, cette obligation de documentation, c'est une obligation fondamentale, car lorsqu'on lit les décisions récentes de la Commission des sanctions, on voit qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été rendues pour ce type de manquement précisément. Et j'imagine que c'est aussi pour ça que la Commission des sanctions a souhaité aujourd'hui qu'on aborde ce sujet ensemble aujourd'hui devant vous. Comme ça a été dit tout à l'heure par Madame la Présidente de la Commission des sanctions, ce qui n'est pas documenté n'est pas fait. Et j'y reviendrai. Et mon propos s'articulera une nouvelle fois en 5 points et 4 points de conclusion, Monsieur le Président. C'est pas moi qu'il faut le dire. Il est sur son téléphone. C'est vrai. Le principe général, ce qui n'est pas documenté est présumé non réalisé, je viens de le dire. Deuxièmement, la nécessité d'une documentation compréhensible, c'est intéressant comme point. Troisièmement, l'impossibilité de compléter un dossier a posteriori, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Quatrièmement, la documentation du jugement professionnel. Et cinquièmement, l'étendue du principe de documentation. Sur le principe général, je vais passer rapidement. Les textes et la jurisprudence sont clairs. Ils résultent de l'article D821-186, grand 3 du Code de commerce et de l'ANEP 230, paragraphe 2, qui exige que le dossier de travail ou le dossier d'audit, plus couramment, contienne la documentation qui permet d'étayer, au regard des NEP, l'opinion formulée dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ou alors les comptes consolidés. La commission des sanctions en tire la conséquence suivante. La diligence non documentée est réputée ne pas avoir été réalisée. Je pense qu'il y a au moins ces 2 dernières années presque 7, 8, 9 décisions qui sont vraiment fondées en partie sur ce raisonnement-là. Et le Conseil d'État l'a confirmé. Je vais vous donner 3 exemples. Dans un dossier relatif à l'audit d'avance financière, où on avait une absence de justification, on avait une absence de documentation, c'est une décision du 18 décembre 2023. Dans un dossier relatif à l'audit de titres, on avait des expertises qui étaient invoquées dans ce dossier-là, mais elles n'étaient pas versées au dossier d'audit, et donc elles ont été considérées comme ne devant pas être prises en compte par le Conseil d'État. C'est une décision du 18 décembre 2023. Et enfin, dans un dossier relatif à l'audit des stocks, le commissaire aux comptes s'appuyait sur des diligences non documentées, et le Conseil d'État a rappelé dans une décision du 12 mai 2025 que c'est au commissaire aux comptes d'apporter la preuve de ces diligences et leur caractère suffisant. Voilà pour le principe général. Maintenant, le caractère compréhensible de votre documentation. C'est le paragraphe 3, toujours de la NEP 230, qui le prévoit. C'est au commissaire aux comptes de documenter son dossier de manière à être compris par tout auditeur expérimenté n'ayant pas participé à la mission. Ça a été rappelé dans une décision de mai 2025 par la Commission des sanctions. Même lorsque des éléments existent dans le dossier,
Encore faut-il qu'il soit lisible, explicite et exploitable par un auditeur expérimenté, mais qui n'a pas procédé à l'audit. La commission des sanctions le rappelle, il ne suffit pas que certains documents de documentation soient présents. Les documents qui sont choisis pour être versés au dossier doivent permettre de comprendre la conclusion sans explication orale complémentaire. Le dossier de travail doit donc se suffire à lui-même. Sur le troisième point, la possibilité de compléter le dossier d'audit a posteriori, c'est un autre principe fondamental au-delà de la date de signature du rapport. Ça a été rappelé tout à l'heure par Maître Villain. Le commissaire aux comptes ne peut apporter à son dossier de travail aucune modification de fond. Certes, il peut dans les 60 jours revoir le classement ou faire des modifications de forme, mais sinon, au-delà de ce délai, le dossier est clos, c'est-à-dire intangible et disponible en l'état, j'allais dire presque sur étagère, pour le régulateur en cas de contrôle ou d'enquête. Conformément à ces textes, la jurisprudence considère que les éléments de documentation sur le fond qui sont produits au-delà de la signature du rapport ne sont pas recevables. On a une décision de la commission des sanctions du 6 novembre 2024 où il y avait eu des éléments qui avaient été transmis 13 mois après l'envoi du dossier d'audit et 5 jours après l'audition. Et ces éléments ne font pas partie du dossier, donc ils ne présentent pas un caractère probant. Et bien sûr, on a la décision encore plus récente de la commission des sanctions du 20 février 2026 qui rappelle fortement ces principes. Quatrième point, le jugement professionnel doit être documenté. Le commissaire aux comptes demeure souverain dans son appréciation. C'est lui qui exerce son jugement professionnel, c'est lui qui décide ou pas de certifier les comptes, bien entendu. Mais cette souveraineté doit être traçable, notamment pour qu'on puisse le suivre dans son raisonnement. Le jugement professionnel, c'est prévu par les normes, doit être étayé et motivé dans le dossier, même lorsque le commissaire aux comptes conclut à une certification sans réserve. Il doit documenter les motifs, les raisons qui fondent sa position. Pour résumer, je dirais que la pensée de l'auditeur ne se présume jamais, elle doit se lire. Et c'est presque une garantie pour vous, les commissaires aux comptes, que ce dossier d'audit, parce que finalement, l'enquête, la régulation va se fonder sur votre dossier d'audit. Donc il n'y a pas d'arbitraire, si vous voulez. Les termes du débat, c'est vous qui allez nous les produire, c'est vous qui allez nous les soumettre. Et donc finalement, vous maîtrisez ce que vous allez soumettre à votre régulateur. Donc c'est aussi, saisissez-vous de cela, sans que ce soit une charge trop lourde. Je pense qu'on en reparlera aussi. Il n'y a pas de ticking the box ou quoi que ce soit. Mais vraiment, utilisez ce dossier d'audit pour démontrer la qualité de votre travail, qui dans l'écrasante majorité des cas, ça a été rappelé par Madame la Présidente, est évidente. Voilà. Cinquième point, l'étendue de l'obligation de documentation. Toutes les diligences doivent être documentées. Le dossier doit permettre de comprendre la planification de votre mission, la nature, le calendrier, l'étendue des tests que vous allez effectuer, les résultats que vous obtenez et les conclusions que vous en tirez. La commission des sanctions et le Conseil d'État l'ont rappelé fermement, l'auditeur ne peut reprocher à l'autorité de ne pas comprendre ce qu'il n'a pas expliqué. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, l'utilisation des travaux de l'expert comptable dans la NEP 630. S'appuyer sur les travaux de l'expert comptable, c'est bien sûr possible, mais à la condition d'apprécier et de documenter le caractère suffisant approprié de ces travaux afin d'obtenir l'assurance élevée recherchée. De la même manière, vous pouvez avoir recours, conformément à la NEP 620, aux travaux d'un expert externe. C'est toujours bien sûr sous votre responsabilité et c'est prévu par les textes, à condition, encore une fois, de vérifier et de documenter les constats afin d'obtenir l'assurance que vous recherchez. Enfin, le recours au sondage, ça a été évoqué tout à l'heure, le recours à un est tout à fait est possible et même courant. Et en l'absence de documentation sur la réalisation des sondages, aucune conclusion générale ne peut être tirée. Si le commissaire aux comptes souhaite extrapoler les résultats d'un sondage, il lui revient de documenter la représentativité statistique de son sondage. Voilà. En conclusion, ce qu'il faut retenir de la jurisprudence de la Commission des sanctions et du Conseil d'État en matière de documentation du dossier d'audit. 4 points. 1. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas. 2. Le dossier doit démontrer votre démarche, votre réflexion et vos conclusions. Troisièmement, il doit être autosuffisant et clôturé 60 jours après la signature du rapport d'opinion. Et enfin, le jugement professionnel doit être traçable. Dans jugement professionnel, il y a jugement, et pour un magistrat comme moi, ça me parle énormément. Lorsque j'étais en position de rendre des décisions de justice et que je rendais un jugement, eh bien, j'emmenais mon lecteur dans mon raisonnement et je lui démontrais pourquoi mon raisonnement était le bon. Mais finalement, je trouve un point commun entre les commissaires aux comptes et les magistrats, c'est celui-là, c'est que lorsque vous exercez votre jugement professionnel, vous devez
emmenez votre lecteur, emmenez le lecteur ou l'enquêteur qui va relire votre dossier d'audit, l'emmener dans votre raisonnement et le convaincre que votre raisonnement est étayé et que vous avez exercé de bonne manière votre jugement professionnel. La documentation constitue ainsi bien plus qu'un simple formalisme. C'est la preuve de la qualité de votre audit, c'est la garantie de votre opinion et c'est la condition première de la confiance dans la mission du commissaire aux comptes. Merci beaucoup, Madame la rapporteure générale. Monsieur le Président, que pensez-vous de ce qui vient d'être dit et quel est l'enjeu de la documentation pour ce qui vous concerne ? Alors, sur ce qui vient d'être dit, encore une fois, je n'ai pas de commentaires particuliers à apporter sur ce que Madame la rapporteure vient de rappeler, qui est effectivement les fondements, les fondamentaux de notre mission. Je veux dire, au-delà de l'exercice du scepticisme que nous rappelait Patrick tout à l'heure, il est bien évident que sans documentation de tout ce que l'on peut mettre en œuvre, je dirais que notre mission n'a pas grande valeur. Il reste toujours ce principe de proportionnalité aussi à avoir, et dans ce jeu de proportionnalité, il y a un élément sur lequel je veux revenir tout particulièrement, qui est celui de la documentation, du jugement professionnel, parce que c'est un élément fondamental, c'est un élément sur lequel il peut y avoir même des incompréhensions entre notre régulateur et nos professionnels parfois, parce que le jugement, effectivement, c'est un raisonnement. C'est un raisonnement rigoureux, c'est un raisonnement qui doit permettre, qui suit des règles d'honnêteté intellectuelle, mais qui doit être documenté. Sans cette documentation, se cacher derrière l'exercice du jugement professionnel est quelque chose qui n'a aucune valeur, même quand bien même notre raisonnement intellectuel était le bon. Seul l'exercice du jugement professionnel éclairé permet de prioriser les diligences qui sont vraiment utiles, d'adapter la documentation aux risques réels et puis de maintenir une approche critique pour aboutir au niveau de fiabilité qui est attendu dans notre opinion. Alors, on a toujours revendiqué, je le rappelle, l'importance du jugement professionnel dans la formation de notre opinion, et à raison, puisque très souvent au moment d'émettre notre opinion, les éléments très concrets, les éléments notamment comptables qui sont à notre disposition ne s'appuient pas toujours sur des faits incontestables, blanc ou noir, mais on porte des risques, des estimations qui ne pourront être infirmées ou confirmées qu'à leur débouclement. Donc, par essence, la matière sur laquelle porte notre opinion nécessite l'exercice d'un jugement professionnel. Toutefois, je le redis, je réinsiste sur ce point, le raisonnement que nous suivons pour former notre jugement sur ces éléments doit suivre un chemin rigoureux, exigeant, et doit faire l'objet d'une documentation qui, effectivement, traduit ce que nous avions en tête, comme vous l'avez justement rappelé tout à l'heure. C'est d'autant plus important que nous savons que ces cheminements peuvent être pluriels. Et c'est là aussi où on peut avoir parfois des incompréhensions, ou même avec nos clients. Et parce que ces raisonnements peuvent être pluriels, ils peuvent conduire deux parties prenantes, aussi rigoureuses l'une que l'autre, à deux conclusions différentes. Nous connaissons tous très bien les exemples très courants dans les domaines de l'évaluation ou encore dans les domaines de l'actuariat. Vous posez... Je mets au défi n'importe quel auditeur présent dans cette salle de venir me voir en me disant j'ai posé la question à deux actuaires et j'ai obtenu 2 fois la même réponse. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'approche universelle dans ces domaines universellement reconnus. Donc, dans ce contexte-là, j'allais dire, peu importe le jugement, encore une fois, du moment qu'il a été rigoureux, mais importe en revanche d'autant plus la documentation de notre cheminement qui devient critique pour bien justement expliciter le fait et surtout nous protéger d'une remise en cause tierce de la qualité de ce jugement, que ce soit par notre régulateur ou nos clients ou tout tiers intéressé à la chose. Donc mon message ici, il est double. Aux professionnels, en appeler au jugement professionnel n'a de sens que si nous documentons ce cheminement rationnel et rigoureux que nous avons pu suivre.
aux magistrats présents dans la salle, je rappelle que l'audit, malgré toute la rigueur que nous pouvons y apporter, n'est pas une science exacte et qu'effectivement, elle a besoin de ce jugement professionnel en tout point pour jouer ce que je rappelle tout le temps, ce rôle de courroie de transmission entre la théorie du droit et la pratique des affaires. Je préfère largement qu'un professionnel prenne le temps de documenter ses principaux jugements plutôt qu'effectivement une approche box-ticking. Encore une fois, face à cette inflation du droit que j'évoquais tout à l'heure, l'application et la vérification exhaustive des normes, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est impossible. Mais en revanche, ne pas documenter notre jugement nous met profondément à risque. Voilà ce que je voulais rappeler. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Maître Villain, nous attendons avec impatience votre éclairage et vos conseils sur ce point clé, en fait, de la documentation des dossiers d'audit. Tout à fait. Donc, sujet fondamental, on l'a rappelé, puisque, encore une fois, vous l'avez compris, ce n'est pas un simple sujet de documentation, c'est bien directement la motivation, la justification de l'opinion du commissaire aux comptes dont on parle. Et sans cette documentation appropriée, votre opinion sera nécessairement considérée comme non étayée, voire erronée. Alors, on sait l'opinion du commissaire aux comptes est exprimé dans un rapport qui est régi totalement dans sa forme et dans sa teneur, qui laisse souvent ceux ignorants de la matière un peu dubitatifs. Ça tient sur un peu plus maintenant, avec un peu plus que 4-5 pages, mais aucune diligence n'y est documentée. Donc, par exemple, certains plaideurs que je rencontre, notamment en matière civile, croient pouvoir en tirer argument. Regardez ce rapport, il n'explique rien, on ne comprend rien à ce qu'a fait le commissaire aux comptes, c'est donc qu'il n'a rien fait. En réalité, ceci ignore l'obligation pour le commissaire aux comptes donc, de tenir un dossier de travail, lequel donc, doit être constitué de tous les éléments qu'il a analysés et qui lui ont permis d'arriver à son opinion. C'est un dossier technique, volumineux, qui a une structure type, vous le savez, qui n'a pas à être communiqué à l'entité ou à un tiers, il est couvert par le secret professionnel. En revanche, il sera scruté par les contrôleurs et, le cas échéant, par les services du rapporteur et la commission des sanctions pour s'assurer que cette documentation qu'il contient a bien permis au commissaire aux comptes d'arriver à l'opinion émise. Autrement dit, si l'opinion est sèche dans le rapport, elle doit pouvoir être expliquée et étayée par le dossier de travail, vous l'avez compris, et comme l'a rappelé Madame la rapporteure générale, mais je pense que le sujet vaut la peine que ça soit rappelé, tout ce qui n'est pas documenté est considéré comme n'ayant pas été fait. C'est en effet très clair, et vous ne pourrez pas prouver votre opinion a posteriori, même avec des éléments externes ou même avec des éléments externes à votre dossier de travail, quand bien même on pourrait montrer qu'ils sont contemporains à vos travaux, il faut absolument que ce soit des éléments qui soient contenus dans vos dossiers de travail. Alors, les conseils, premier conseil évident, documentez tout ce que vous faites. Mettez-en presque le plus possible, en prenant soin toutefois de vérifier que vous ne perdez pas en lisibilité et que aussi, ce que vous documentez a bien été exploité. Parce que là, c'est un petit peu, on marche un peu sur une ligne de crête. C'est l'autre difficulté, c'est que si vous en mettez trop et que vous n'exploitez pas, on va vous reprocher de ne pas avoir exploité ce que vous avez mis dans votre dossier de travail. Et ça, il y a un point d'attention à avoir, c'est que... tout à l'heure, on parlait du glissement de l'assurance raisonnable vers peut-être une garantie d'exactitude. En tout cas, dans le contentieux disciplinaire, il faut avoir en tête que même si vous certifiez des comptes dans leur ensemble et pas sur des éléments particuliers, cette réflexion d'ensemble n'est pas toujours appréhendée dans le cadre disciplinaire et que votre opinion peut aussi être disqualifiée pour un seul élément non documenté, quand bien même tout le reste le serait. Donc, documenter en quantité,
mais deuxième conseil qui va avec, documenter en qualité et formaliser véritablement aussi vos démarches. Il ne suffit pas d'insérer un document dans un dossier de travail. Je reprends pour exemple, on a eu une décision dans un cas qui avait été soumis à la commission des sanctions où un commissaire aux comptes avait formalisé la revue croisée avec l'autre CAC en se contentant de cocher la case « oui » pour chaque item du questionnaire correspondant, mais sans apporter aucun commentaire. Dans la case également prévue pour les commentaires. Et il s'était contenté de mettre dans son dossier de travail le mémo d'approche du COCAC, sur lequel il avait fait quelques annotations, mais sans aucune analyse complémentaire. Verdict de la commission des sanctions, les éléments justifiant la réalisation de la revue croisée sont considérés comme non collectés et l'analyse n'est pas formalisée. Donc, pour la revue croisée et respecter, par exemple, donc l'ANEP 100 au cas présent, il faut pouvoir démontrer qu'on a bien challengé les 3 étapes, planification, exécution, conclusion, et que c'est important donc de formaliser ces grandes étapes avec une conclusion positive du CAC sur les éléments du dossier du COCAC. Dans le même état d'esprit, et un petit peu comme l'a rappelé Madame la rapporteure, si vous avez recours au sondage statistique, il faut impérativement justifier et documenter la méthode retenue et s'assurer de la représentativité de la population testée. Si vous appuyez sur les travaux de l'expert comptable, on l'a vu, c'est possible, mais il faut documenter comment vous avez apprécié qu'ils étaient suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de votre opinion. À défaut, il faudra déterminer des procédures d'audit supplémentaires. Pareil, au regard des décisions de la commission des sanctions, si vous décidez de vous appuyer sur le contrôle interne de l'entité ou sur les états comptables et de gestion de la société, il faut nécessairement documenter l'efficacité de ce contrôle interne et, par exemple, pouvoir justifier avoir fait réaliser un audit informatique pour confirmer la fiabilité des données que vous utilisez. Enfin, ça a été rappelé par Monsieur le Président et avec insistance, si vous faites appel à votre jugement professionnel, c'est vrai que souvent, ou en tout cas à un moment on a vu dans les dossiers de travail que c'était un peu plaqué comme ça, comme un postulat, mais voilà, c'est un jugement, il repose sur des bases, un cadre de raisonnement, et il faut donc que ce raisonnement apparaisse aussi à la lecture de votre dossier de travail. Dans les conseils un petit peu plus pratiques et généraux, on regarde aussi de la jurisprudence de la commission. Un conseil, mettez-vous à l'abri autant que possible des attaques informatiques ou des catastrophes naturelles qui pourraient vous faire perdre ou compromettre vos dossiers de travail. Il y a une décision où un commissaire aux comptes avait été victime d'une attaque de son serveur informatique qui lui avait fait perdre ses sauvegardes. Il n'avait pu présenter devant la commission des sanctions que des éléments éparses qu'il avait pu retrouver dans ses ordinateurs pour tenter de justifier de ses diligences. Et la commission des sanctions a refusé d'y voir un cas de force majeure. En relevant que si une attaque informatique pouvait être considérée comme un élément extérieur, les 2 autres critères de la force majeure, imprévisibilité et irrésistibilité, n'étaient pas démontrés au cas présent, puisque le cabinet devait prendre les mesures propres à se prémunir de ce type d'attaque. 4e et dernier conseil, on a évoqué en première partie l'archivage du dossier de travail et le fait qu'il ne peut plus être modifié après la signature du rapport, sauf pour des modifications de forme. Donc c'est encore à vous de justifier que vous avez bien clôturé votre dossier dans les 60 jours. Et si vous faites des modifications, ça sera à vous de prouver que c'était juste des modifications de forme. Donc autant dire que c'est quasiment impossible à prouver. Si un fichier est modifié à un instant T, comment savoir si c'était une simple modification de forme ou de fond? Donc, le conseil le plus évident à avoir sur ce point, documentez vos diligences en temps réel
et surtout ne plus rien documenter du tout une fois que le rapport est signé. Ça évitera des déconvenues. Et j'en profite pour donner un dernier conseil dans ce conseil. N'antidatez pas vos rapports. On ne mesure pas l'ampleur d'une telle décision. C'est un faux, c'est pénal, c'est évidemment du plus mauvais effet devant un juge disciplinaire et surtout, ça finira toujours par vous mettre en porte-à-faux avec vos autres obligations. Exemple ici, avec l'obligation de documenter votre rapport jusqu'à la date de documenter votre dossier jusqu'à la date de votre rapport. Donc, ne jouez pas avec ça, si vous avez jamais eu. Merci beaucoup. Bien, eh bien, il me reste à clore cette seconde table ronde en vous priant d'excuser le fait que nous n'aurons pas le temps de recevoir vos questions. Donc, je vais vous renvoyer au cocktail qui va suivre et clôturer après le discours de Madame la Présidente, qui va suivre donc cette manifestation, la finaliser. Je voudrais au préalable simplement remercier chaleureusement nos intervenants. Merci Madame la rapporteure, merci Monsieur le Président, merci Maître, de tout ce que vous nous avez dit qui me semblait fort intéressant. Et puis je voudrais remercier également les agents de la H2A qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation, comme l'a fait Madame François là tout à l'heure. Madame la présidente de la commission des sanctions, très chère Marie-Christine, Mesdames et Messieurs les représentants de la Direction des affaires civiles et du Sceau et du ministère de l'économie, Madame le conseiller d'État, Monsieur le doyen de chambre, le procureur général près la Cour de cassation nous a quittés avec le premier président de la Cour d'appel, Monsieur le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, cher Philippe, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers commissaires aux comptes et aux commissaires, puisque vous êtes si nombreux et nombreuses dans la salle, permettez-moi tout d'abord de féliciter Madame la présidente de la commission des sanctions, ses membres et son équipe pour l'organisation de ce premier colloque, ainsi que pour la richesse des échanges auxquels nous avons assisté aujourd'hui. Le nombre, la qualité de l'auditoire et la qualité de son écoute témoignent de l'importance que revêtent aujourd'hui les questions de discipline professionnelle et de régulation, que vous soyez commissaire aux comptes, magistrat, avocat ou représentant de l'État. Car ce qui nous réunit aujourd'hui, au-delà des procédures, des textes ou des décisions de la commission des sanctions, de la haute autorité de l'audit, c'est notre intérêt commun pour la profession de commissaire aux comptes et pour sa régulation. Vous avez choisi, Madame la présidente de la commission des sanctions, de placer cette première édition sous le signe de la confiance. Ce choix s'impose avec évidence. La confiance que la société accorde aux professions réglementées, et en particulier à celle des commissaires aux comptes, ne découle ni de l'ancienneté de cette profession, ni du monopole dont elle peut bénéficier. Elle repose sur la capacité de la profession à démontrer qu'elle agit au service de l'intérêt général. Sa principale mission est de certifier que les informations financières publiées ne comportent pas d'anomalies significatives et que les parties prenantes peuvent donc s'appuyer sur elles, c'est-à-dire leur faire confiance pour prendre leurs décisions d'investisseurs, de prêteurs ou d'actionnaires. Ainsi se dessine le portrait d'un professionnel réglementé qui a prêté serment. La loi lui attribue des prérogatives étendues, comme faire corriger des anomalies comptables, révéler des faits délictueux, émettre des réserves, refuser de certifier, mais l'exercice est toujours conditionné par des devoirs
à la hauteur des missions qui lui sont confiées. Alors, comment trouver l'équilibre entre ces deux impératifs, entre l'exercice par le commissaire aux comptes de son jugement professionnel et l'action du régulateur, en comprenant que la régulation n'est pas seulement un carcan, mais le socle même de la confiance que la société accorde aux professionnels et qui renforce sa légitimité à exercer. C'est cette idée que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui. Si la régulation est une contrainte imposée au commissaire aux comptes, elle l'est d'abord parce qu'il est chargé d'une mission d'intérêt général et qu'il ne l'accomplit pas dans l'intérêt de son client, mais dans celui des utilisateurs des informations financières et au service de la confiance dans l'économie de notre pays. L'exercice de la profession de commissaire aux comptes exige une expertise complexe de chacun d'entre vous et repose sur votre jugement professionnel, lequel ne peut être ni laissé à votre libre arbitre, ni entièrement codifié. La confiance que l'on peut placer dans les travaux ne peut exister que parce qu'elle est encadrée. Elle n'est jamais inconditionnelle. Elle trouve sa contrepartie dans l'exercice à la fois de règles professionnelles et déontologiques exigeantes et qui ne sont pas créées par les seuls professionnels auxquels elles s'appliquent, mais aussi de mécanismes de contrôle externes, un régulateur et en dernier lieu par une responsabilité disciplinaire. La loi de sécurité financière de 2003, qui a institué la supervision de l'audit, est le point de départ d'une profonde modification du modèle français de l'audit. Elle est née d'un contexte international marqué par des crises majeures. L'effondrement de l'entreprise américaine Enron en 2001 a mis en lumière des défaillances d'audit et les limites des dispositifs d'autorégulation de la profession, ce qui a conduit les gouvernements à mettre en place des régulateurs indépendants. La France s'est pleinement inscrite dans ce mouvement en créant le Haut Commissariat aux comptes, aujourd'hui la Haute Autorité de l'audit. Avant cette réforme, l'exercice de l'audit reposait largement sur les bonnes pratiques et la doctrine créée et partagée par la profession. À partir de 2003, la construction progressive par le régulateur et la compagnie nationale d'un cadre normatif doté d'une portée réglementaire a constitué à cet égard une évolution majeure. Une deuxième étape très importante pour l'évolution de la profession est bien sûr la transposition de la réforme européenne de l'audit par l'ordonnance du 17 mars 2016. Les prérogatives du régulateur ont été renforcées. Le rapporteur général et la formation restreinte devenue la commission des sanctions ont été créés. Thierry Ramonazzo est là, au premier rang. Certes, décider en 2003 de confier à une institution indépendante la régulation de la profession n'a pas été sans susciter chez vous des interrogations et des inquiétudes. Mais après près d'un quart de siècle de recul, force est de constater que l'exercice professionnel a été considérablement transformé. Il en a résulté un corpus normatif renforcé, exigeant, des contrôles qualité plus nombreux, plus approfondis. La qualité de vos diligences s'est accrue. Votre déontologie a été précisée et mieux intégrée dans les pratiques. Et votre autorité de commissaire aux comptes dans l'exercice de vos missions s'est affirmée. Le commissaire aux comptes exerce ainsi pleinement ses prérogatives, certifier les comptes, émettre des réserves lorsque cela est nécessaire et, le cas échéant, demander la correction d'écriture comptable. C'est précisément dans cet esprit que s'inscrit l'action de la Haute Autorité de l'audit, dont la raison d'être est de faire progresser la qualité de l'audit en France. Mais la régulation ne peut donc pas être réduite à l'édiction de règles et au prononcé de sanctions. Elle repose au premier chef, c'est le plus important, sur
l'accompagnement des professionnels. Les contrôles, appelés par le droit européen examen d'assurance qualité, menés par la haute autorité, dont sont le principal levier de la régulation. Ils s'inscrivent pleinement dans cette perspective d'accompagnement. Ils ont pour objet de toujours améliorer les pratiques professionnelles, de diffuser les bonnes pratiques et de prévenir les risques de défaillance d'audit. J'insiste sur ce point. Les contrôles qualité doivent être distingués des procédures disciplinaires. Dans les 2 dernières années, en 2024 et en 2025, la Haute Autorité de l'Audit a procédé au contrôle qualité de 1522 cabinets, soit directement par ses propres collaborateurs auditeurs, soit dans le cadre de contrôles délégués à des professionnels en exercice, mais toujours sous sa supervision. Ces 1522 contrôles ont donné lieu à l'émission de 4 lettres de suite pour relever quelques insuffisances mineures et 104 lettres de recommandation demandant aux professionnels d'améliorer leurs pratiques, soit en matière d'audit, soit en matière de déontologie. Les mesures contraignantes n'ont donc concerné que 7% des contrôles. Et parmi ces 1522 contrôles de ces 2 dernières années, 2024 et 2025, seuls 57 ont donné lieu à une saisine de la rapporteure générale, soit 3,7%. Et donc, 90% des contrôles, qui pourtant portent parfois sur des mandats risqués, tels évidemment des sociétés cotées, des banques ou des mutuelles, et concernent toutes les tailles de cabinets d'audit, donnent lieu à des conclusions satisfaisantes. C'est pour cette raison que j'ai pu, en 2023, adresser au président de la République une lettre soulignant la grande qualité des professionnels français de l'audit, qualité qui peut s'appuyer sur le livre 8 du Code de commerce et sur votre code de déontologie. Cette qualité se traduit par la solidité de la confiance que l'on peut accorder aux comptes des grandes entreprises françaises. Affirmer que les contrôles conduisent trop souvent à l'ouverture d'une enquête ne correspond donc pas à la réalité. La saisine du service des enquêtes postérieurement à un contrôle demeure marginale et n'intervient qu'en présence de manquements graves et persistants depuis plusieurs contrôles. Les rapports d'enquête, quant à eux, conduisent à une saisine de la commission des sanctions, bien sûr, mais pas tous. Toutes causes confondues, 11% des dossiers disciplinaires ont été classés par le collège en 2024 et 20% en 2025. Ces données montrent clairement que la régulation ne repose pas principalement sur la sanction, mais bien sur la prévention et l'accompagnement pour une amélioration continue des pratiques professionnelles. Il est parfois tentant de percevoir la régulation comme une contrainte imposée aux commissaires aux comptes. En réalité, elle constitue avant tout, pour chacun d'entre vous, une protection pour l'exercice de votre profession. Elle protège les professionnels qui exercent leur mission avec rigueur et intégrité, soit 99,5% d'entre vous. Ce dont il faut se réjouir en garantissant que les comportements déviants, toujours minoritaires, ne viennent pas fragiliser l'ensemble du corps professionnel. La régulation assure également une égalité entre les acteurs en veillant à ce que les règles s'appliquent à tous avec les mêmes exigences et que tous les appliquent aussi avec les mêmes exigences. Au-delà, une régulation bien ajustée renforce bien sûr la crédibilité de votre profession auprès des pouvoirs publics. Mesdames et messieurs, un régulateur n'a pas pour mission d'affaiblir la profession qu'il réglemente. Il vise à garantir que les prérogatives que la loi lui a conférées sont exercées pleinement au service de l'intérêt général.
Dès lors, la discipline professionnelle n'est pas une contrainte subie. Elle est l'une des conditions de la crédibilité et de la pérennité de la profession. C'est collectivement, régulateurs et professionnels, que nous portons cette exigence. Je vous remercie. Merci. Je crois que nous allons nous retrouver pour dîner ensemble, ce qui est très réjouissant. Merci beaucoup.